Lux Radio. Avec ou sans parure, du lundi au vendredi, à 14h. Sur Lux Radio. Rachid Alaoui. Avec ou sans parure, spécial grand oral. Bonjour et bienvenue à tous sur Lux Radio à Casablanca 99.2 et à Rabat 105.4. Avec ou sans parure, votre émission de débat politique débute avec son format grand oral. Et aujourd'hui, nous accueillons Neza Skrali, ministre sortante en charge du développement social, de la famille et de la solidarité, député et également membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Neza Skrali, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Gabriel Banon, économiste et expert en géopolitique, qui m'accompagnera durant ce débat en posant des questions à notre invité, Neza Skrali. Bonjour. Avec ou sans parure. Le grand débat. Donc, Neza Skrali, je rappelle que vous êtes ministre sortante en charge du développement social, de la famille et de la solidarité, également député et membre du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Neza Skrali, peut-être avant d'ouvrir le débat, qu'en est-il du passage de relais ou de pouvoir avec votre successeur Bassima Hakkaoui? Eh bien, la passation de pouvoir a eu lieu hier, conformément... Ah, c'est tout frais alors? C'est tout frais, oui, c'est tout juste hier. Et donc, j'ai remis tous les dossiers sur lesquels j'avais travaillé pendant 4 ans et dans lesquels je peux dire que je suis assez fier du bilan qui a été accompli. Et on est avec le grand espoir que ce gouvernement n'abandonne pas des dossiers aussi stratégiques que l'agenda gouvernemental de l'égalité, que la protection des femmes contre la violence. Et effectivement, on reviendra là-dessus sur à la fois votre bilan et à la fois les dossiers qui sont en cours. Mais Neza Skrali, ce qui fait aussi aujourd'hui débat et parfois polémique d'ailleurs, c'est ces passations de pouvoir qui se seraient déroulées sans que le Parlement ait été consulté, puis légiféré. Est-ce que dans votre cas, déjà quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous considérez que vous, la passation de pouvoir que vous avez faite avec Bassima Hakkaoui rentre dans les nouvelles règles constitutionnelles? Oui, tout à fait, parce que l'ancienne passation de pouvoir en octobre 2007 s'est faite exactement dans les mêmes conditions, et je peux affirmer qu'il n'y a rien aujourd'hui dans la nouvelle constitution qui pourrait nous inciter à avoir changé la chose, sachant que le gouvernement actuel porte un label entre guillemets de gouvernement désigné. On est ministre désigné, on est premier ministre désigné, enfin ou chef du gouvernement pardon, désigné, en attendant l'investiture qui se fera par le Parlement après le vote de la déclaration générale du gouvernement. Si je comprends bien, vous, ça vous choque pas qu'il y ait des passations de pouvoir avant qu'on soit investi, c'est-à-dire qu'on est reconnu ministre légalement? L'investissement viendra dans un délai très court, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une période de transition dans tous les pays du monde. Il y a une période de transition concernant différentes opérations qui sont soit stipulées dans la Constitution ou qui sont le fruit d'une tradition. Et bon, je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel, mais je peux vous affirmer que c'est tout à fait normal que les ministres désignés puissent rentrer dans les lieux pour pouvoir voir quels sont les dossiers qui sont en cours et pour pouvoir enrichir la déclaration gouvernementale qui sera encore une fois soumise à la volonté populaire, entre guillemets, à travers le vote des parlementaires, et qui pourra permettre à ce gouvernement de devenir un vrai gouvernement investi des pouvoirs par le Parlement. Donc, simplement, en clair, Neza Skrali, le fait d'avoir été présenté au roi, donc tout de suite après, on peut rentrer, investir les bureaux, les passations de pouvoir peuvent se faire entre ministres. C'est l'étape nécessaire pour qu'il y ait une passation de pouvoir entre ministres. Tout à fait, mais on peut considérer que le gouvernement a vraiment sa légitimité entière qu'une fois qu'il a été validé, enfin investi, comme le terme consacré, c'est investi par le Parlement pour pouvoir effectivement exercer l'ensemble de ses prérogatives. Pour l'instant, c'est une période de mise en place, qui n'est pas une période où il y aura des décisions. Il n'y aura pas aujourd'hui des décisions majeures qui seront prises. Bon, entre la situation antérieure de gestion des affaires courantes, qui était celle du gouvernement sortant, et entre la position actuelle, qui est la préparation de la déclaration gouvernementale, etc. Eh bien, c'est 2 étapes différentes dans la continuité de l'État. Justement, donc on va essayer de revenir sur la passation, votre passation de pouvoir avec Bassima Hakkaoui. Est-ce qu'on peut savoir comment elle s'est déroulée, dans quelle atmosphère ambiante, quels ont été les échanges? Bien écoutez, je ne peux pas vous dire qu'elle se soit passée dans des conditions idéales, parce que justement, moi j'avais démissionné de ma responsabilité, comme vous le savez, pour éviter l'incompatibilité député ministre. Donc ça faisait 12 jours que j'avais quitté les lieux
du ministère, et entre-temps il y a eu des occupations des lieux, parce que la nature a horreur du vide. Là, il y a eu occupation des lieux par des diplômés chômeurs handicapés et malvoyants, donc on a été obligé de changer les lieux de la passation de pouvoir, et ça a demandé, bon, il y avait une atmosphère qui n'était pas une atmosphère normale dans laquelle doivent se dérouler la passation de pouvoir, mais autrement elle s'est déroulée comme une passation de pouvoir, c'est-à-dire... Est-ce que vous la connaissiez, Bassim Harkaoui, avant bien entendu, on s'est côtoyés, on s'est pendant de nombreuses années sur les bancs du Parlement, justement, dans la commission des affaires sociales, moi j'étais député entre 2002 et 2007, nous étions sur les mêmes bancs, disons, de la commission des affaires sociales, puis je l'ai côtoyée aussi, elle était responsable de la commission des affaires sociales alors que j'étais ministre et que je présentais le bilan du gouvernement, et maintenant c'est la troisième... Et alors quel regard vous portez sur votre successeur ? Écoutez, je préfère parler maintenant de la constitution du gouvernement et exprimer ma désapprobation et le fait que je suis choqué par la constitution actuelle du gouvernement qui n'a réservé qu'une seule place à la question des femmes. Autrement, pour l'instant, je préfère me consacrer à cette question-là en attendant de voir quelle sera la déclaration gouvernementale et quelles seront les positions sur lesquelles, en tant que parlementaire et en tant que politique, je pourrais m'exprimer. Et justement, comme vous aviez précisé, et je voulais rebondir là-dessus, que vous avez occupé les bancs du Parlement aux côtés de Bassim Harkaoui. Bassim Harkaoui s'est illustré aussi au niveau du Parlement, donc ce que je considère comme la maison du peuple, avec des propos des fois un petit peu très particuliers. Un jour, elle a pris la parole en public. Quand je dis en public, en présence des parlementaires représentants du peuple, en disant, je cite, que Shakira était une star du porno, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui, elle l'a exprimé lorsqu'elle était parlementaire, aujourd'hui elle va prendre des responsabilités au niveau d'un ministère, de la famille, de la femme, de la solidarité? Est-ce que ça vous choque et ça vous interpelle? Eh bien écoutez, il y a eu de nombreuses positions que j'ai trouvées choquantes, émanant de Madame Bassim Harkaoui députée, mais aujourd'hui c'est Madame Bassim Harkaoui ministre. Eh bien, par conséquent, j'attends les déclarations, j'attends les engagements pour pouvoir porter un jugement sur ce que sera Madame Bassim Harkaoui ministre. Et justement, par votre expérience de ministre, est-ce que vous pensez que la fonction va influencer le comportement de la nouvelle ministre? Écoutez, on va voir ce que va donner cette coalition gouvernementale, qui est une coalition dans laquelle il y a fondamentalement le PJD qui est connu pour ses positions plus que conservatrices, et également le mouvement populaire et le parti d'Istiqlal qui était une partie de la Koutla, et la présence du PPS qui est censé apporter un certain équilibre opposition et faire que la position du gouvernement actuel ne soit pas une position qui soit entièrement disons, à coloration PJD, parce que il n'y a aucune raison pour que tout le pouvoir soit donné à un seul parti qui n'a eu en fin de compte que 1 million à 1,5 million de voix parmi 20 millions d'électorats potentiels. Donc là aussi j'attends pour voir, mais je juge aujourd'hui sur ce premier signal extrêmement négatif qui a été donné à travers la nomination d'une seule femme au sein d'un gouvernement qui comporte... oui, mais alors, on prétend, ça vient du côté du PJD, que les autres partis n'ont pas proposé de femmes. Eh bien, écoutez, c'est vrai que les autres partis n'ont pas, disons, nommé de femmes, et ils assument une responsabilité chacun séparément, et ils seront... interpellés au sein de leur parti pour avoir marginalisé la composante féminine. Mais c'est le cas du PPS. C'est le cas du PPS aussi. Et vous, en tant que membre du bureau politique du PPS, en tant que député du PPS, en tant que militant depuis des décennies, je ne manquerai pas de m'exprimer avec la force qui est connue, qui m'est connue, c'est-à-dire je n'ai pas la langue dans la poche quand il s'agit de défendre des principes pour lesquels nous nous sommes battus pendant plusieurs décennies. Donc il est certain que je m'exprimerai, mais je veux quand même ajouter qu'il s'agit là d'une responsabilité collective d'un gouvernement dont le chef et M. Abdillah Ben Kiren, et qui doit tenir compte, qui est tenu de respecter les principes de la Constitution que sont la parité et l'égalité entre les sexes. Justement, Neza Sqali, est-ce que vous ne considérez pas qu'il est un peu tard aujourd'hui de réagir alors que le gouvernement est nommé, qui aujourd'hui s'installe, de dire au niveau des partis que effectivement vous allez vous exprimer en disant il n'y a pas suffisamment de femmes, il n'y a qu'une seule femme, mais même nous au niveau de notre parti, nous n'avons pas proposé de femmes, ce qui est anormal. Est-ce que ça arrive pas tard, trop tard? Écoutez, moi j'agis maintenant en tant que femme active, convaincue très fortement de l'importance de la participation politique des femmes
comme un enjeu, disons, pour le développement et pour la démocratie. Et je dénonce, disons, avec beaucoup d'énergie, cette situation de marginalisation des femmes. Et je dis que je suis vraiment choquée par cette décision. Et je pense que la réaction doit s'organiser. On doit s'organiser pour, disons, préserver les acquis des femmes et aussi pour les élargir. Et je crois que dans la société, il y a des ressorts dans lesquels j'ai confiance, des ressorts en matière de société civile, en matière de mouvement démocratique. Les femmes sont là. Et peut-être qu'à un moment donné, elles ont pensé que les choses marchaient toutes seules, que ça roulait tout seul, tout avait l'air d'aller dans le bon chemin tout seul, et puis il suffisait de demander un peu plus. Eh bien non, aujourd'hui, nous savons que nos acquis sont en danger et que nous devons réagir. Et ça, je pense que le moment est là pour tirer la sonnette d'alarme et appeler à une mobilisation générale. Il y a aussi une chose, en parcourant les attributs de chaque ministre qui compose aujourd'hui le nouveau gouvernement, on s'aperçoit que Bassima Hakawi, donc celle qui vous a succédé, sera elle ministre de la solidarité, de la famille, du développement social, mais également de la femme. Un attribut que vous n'aviez pas. Et ce qui n'était pas le cas pour vous, qu'est-ce qu'il faut y voir? Écoutez, c'est pas que ce n'était pas le cas pour moi, c'était dans l'intitulé, dans la fonction en fait. Voilà, c'est l'intitulé, vous avez tout à fait dit. C'est l'intitulé de la fonction qui a changé. Je dois vous dire un petit peu l'histoire de ce changement parce que c'était une proposition de notre parti. Et pour ne rien vous cacher, c'était une proposition qui émanait de moi-même. Pour dire aujourd'hui, il est possible quand on parlait de l'architecture gouvernementale, de mettre un haut commissariat, par exemple, pour les personnes handicapées, et l'enfance, qui est également un domaine qui nécessite une coordination multisectorielle, etc., qui soit à part, et que le ministère devienne réellement un ministère de la femme. Chose que le PJD a accepté, mais en intégrant, en disant, bon, on va ajouter la femme déjà qu'on avait un nom long. On avait déjà ministère du développement social, de la famille, de la solidarité, c'était vraiment très long à prononcer. Maintenant, on dit la solidarité, la femme, la famille, le développement social, etc. Mais ça ne change rien aux missions qui sont celles qui sont par derrière, donc des missions de ce ministère concernant la femme. Mais en termes de visibilité vis-à-vis de l'extérieur, le fait qu'aujourd'hui ce ministère a vu comme ajout le ministère de la femme, le fait que Bassima Hakawi, elle, se retrouve la seule femme du gouvernement, une femme issue du parti Justice et Développement, avec ses caractéristiques et sa singularité, est-ce que c'est pas quelque part, est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir que quelque part la représentativité féminine aujourd'hui au plus haut sommet de l'État politique soit incarnée par Bassima Hakawi? Écoutez, je peux vous dire clairement que c'est un recul flagrant, et que bien sûr que ça m'interpelle et que ça me choque, et bien entendu qu'il faut qu'on se mobilise et qu'on réagisse et qu'on agisse pour que, les acquis, encore une fois, soient préservés et qu'ils puissent être, qu'ils puissent évoluer, parce qu'on a encore besoin énormément de faire évoluer ces... Comment vous entendez agir justement dans ce domaine? Aujourd'hui, vous êtes député, mais votre parti, il est dans la coalition gouvernementale. Donc, par une charte, d'ailleurs, qui a été signée par l'ensemble des formations. Il y a une discipline de gouvernement, une solidarité. Et alors vous, en tant que membre du bureau politique et député, comment voyez-vous votre action justement parce que vous allez rentrer en dissidence? Non, je n'ai absolument pas l'intention de rentrer en dissidence. Nous sommes au sein du parti. Je vous rappelle qu'il y a eu un débat très profond et très long et très, approfondi pour savoir est-ce que le PPS avait ou n'avait pas une raison de participer à ce gouvernement. Et l'acceptation du principe de la participation du PPS ne pouvait se faire que sur la base justement d'une charte qui énonçait justement la préservation et la garantie que ce gouvernement allait, développer ce qui concerne l'égalité et la parité, et ce qui concerne également les libertés individuelles. Alors il y a déjà un coup de canif dans le contrat là. Aujourd'hui justement, il y a un coup de canif comme vous dites dans le contrat. Donc moi je n'ai absolument pas l'intention de rentrer moi en dissidence, mais j'ai l'intention de dénoncer fermement qu'on ne tienne pas les engagements que d'ores et déjà dans la constitution même du gouvernement, on ne tient pas les engagements qui sont ceux de l'égalité, de la parité et pour moi c'est une atteinte que je ne manquerai pas de dénoncer au sein de mon parti, et je ne pense pas que je vais me retrouver moi en dissident. Je ne suis pas isolé au sein de mon parti. Il y a les femmes de tous les autres partis qui sont susceptibles toutes de réagir, parce que toutes, elles manifestent un mécontentement profond, d'autant plus quand on entend ici et là des déclarations qui disent « Ah, nous manquons de compétences féminines au sein du parti »,
comme si quelqu'un avait donné un certificat de compétence éternelle pour la jante masculine. Je m'excuse de deux messieurs face à moi, mais comme si un homme n'avait pas besoin de justifier sa compétence, c'était acquis de naissance. Parce que c'est un homme, et que par contre la femme, il faut qu'elle passe dans un scanner. Ce qui peut être intéressant, Nazar Scalis, c'est que vous êtes donc membre du bureau politique du PPS, donc je rappelle le parti du progrès et du socialisme. Donc comment vous pouvez expliquer, nous expliquer et expliquer aux auditeurs, à celles et ceux qui nous écoutent, que votre parti dit du progrès social, qui a milité, qui a toujours eu des leaders, dont vous faites partie d'ailleurs, pour cette approche, pour la valorisation de la femme, pour une meilleure occupation de l'espace public, de l'exercice politique. Comment se fait-il qu'au niveau, au sein même du PPS, votre parti n'a pas été en capacité de présenter des femmes ? Moi, je peux vous dire que cette situation n'est pas spécifique au PPS. Je peux vous dire que la classe politique, d'une façon générale dans notre pays, s'est montrée extrêmement chatouilleuse, extrêmement, disons, timide sur la question de la participation féminine. Et nos élites politiques et nos partis politiques au Maroc ont extrêmement de mal à se défaire de l'ambiance générale, d'une certaine misogynie à l'égard des femmes, et que de considérer que les femmes sont toujours quelque part pas à leur place dans le domaine politique. Donc moi, excusez-moi, je voudrais insister sur le fait que toutes les négociations qui ont eu lieu, et que la plupart des débats politiques qui ont eu lieu à la télévision, dans les médias, c'était constamment, quand il s'agit des affaires sérieuses, c'est les hommes. C'est les hommes et que les hommes. Que de débats politiques. Que de fois je me suis arraché les cheveux face à la télévision en voyant des débats politiques dans lesquels il y avait un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes. Et il n'y avait pas une seule femme. Alors ça, bien sûr, c'est ça qui a préparé le terrain, qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas besoin de jeter la pierre à un parti ou à l'autre. On doit dire que toute la classe politique aujourd'hui est appelée à se remettre en question et à intégrer cette composante genre qui est indispensable pour notre pays pour avancer. Mais comment vous pouvez nous expliquer que Nabil Belarabla, donc le secrétaire général de votre parti, que nous avons déjà d'ailleurs reçu dans ce grand studio de Lux Radio, ne s'est pas montré plus attentif et plus sensible à cette question-là? Il s'est exprimé fermement au début en disant « je suis très attentif à la question des femmes et on ne manquera pas d'eux, etc. etc. » Et à la suite, il y a toujours des circonstances qui font qu'il aura lui-même à s'expliquer sans doute sur la question publiquement. Donc je laisse s'expliquer, mais il y a toujours une bonne raison pour dire qu'il vaut toujours mieux quand même un homme qu'une femme. Oui, mais parce qu'il y a toujours une bonne raison de refuser une femme. Il y a des partis de gauche qui ont refusé de se joindre comme l'USFP à cette majorité, se sont retirés justement par conviction. Bien écoutez, la conviction, c'est tout à fait leur droit et leur conviction est tout à fait respectable. Moi, je peux vous dire que ma position sur la question de la participation du gouvernement s'est exprimée en 2 phases. J'ai fait 2 articles. Le premier était paru sur l'Économiste, dans lequel je disais que la situation exigeait qu'il y ait un gouvernement de coalition nationale. D'union nationale. D'union nationale. C'est un gouvernement d'union nationale parce que les défis sont extrêmement importants et notamment le climat du printemps arabe qui fait qu'il y a un grand nombre de manifestations, qu'il y a un grand nombre d'occupations illégales de locaux, qu'il y a un grand nombre, disons, d'actions comme ça qui nécessitent vraiment une convergence de tous les efforts pour affronter cette situation. Entre autres, cette situation, la question de la mise en place de la nouvelle constitution qui va être structurante pour les années à venir, avait besoin aussi de la coopération de tous. Donc pour moi, il y avait des raisons d'avoir un gouvernement, disons, d'unité ou d'union nationale. Mais une fois que l'USFP a décidé unilatéralement de se retirer de cette coalition, j'ai fait un 2e article pour dire, pour me poser des questions, est-ce que vraiment la place du PPS n'était pas plutôt à l'opposition ? Et finalement, la question a été discutée au sein du comité central. Et avec tous les garde-fous qui ont été mis en place pour dire que la participation devait être une participation conditionnelle, eh bien, j'ai dit, on va voir est-ce que l'avenir, j'espère que l'avenir nous donnera raison. Et maintenant, on est en train de voir l'avenir et il sera toujours temps. Mal. Il sera toujours temps. Je suis d'accord avec vous. Je commence. Oui, mais je ne dirais pas ça que ça commence mal. Eh ben, ça commence mal avec ce signal positif et négatif de l'absence des femmes. Au niveau du gouvernement, avec une seule femme au 2e rang, au fond, sur le côté, là, c'est-à-dire la place la plus marginale
qu'on puisse trouver pour les femmes. On ne peut ne pas être choqué. En 2007, sur la photo nationale, vous étiez beaucoup plus près. On était 7 et il n'y avait pas l'actuelle constitution. Il y avait l'ancienne constitution et Sa Majesté le Roi avait dû faire un effort particulier pour nommer les 7 femmes ministres parce que c'est pas les partis qui s'étaient précipités pour faire nommer les femmes. Mais je voulais rester sur l'actualité un petit peu du PPS. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des garde-fous qui avaient été mis en place en fait pour une participation dite conditionnelle. Si j'ai bien écoutez, c'est quoi les garde-fous en fait qui ont été mis en place pour c'est-à-dire les garde-fous, on a dit on participe, mais à une condition que le premier signe qui est là pour dire atteinte aux libertés individuelles, le premier signe qui montre qu'il y a un recul sur les droits des femmes, le premier signe qui, eh bien, nous sommes vigilants. Une femme au Parlement, c'est pas un recul? Ben, on va voir. Au gouvernement, pardon. Écoutez, il faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Aujourd'hui, c'est hier que le gouvernement a été nommé, avant-hier que le gouvernement a été nommé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation que j'ai qualifiée de négative. Donc, c'est un signe négatif qui a été donné. Et la situation pourrait être analysée dans son ensemble. Eh bien, il y a besoin de discuter. Moi, je ne compte pas sur ma propre intelligence uniquement, mais sur l'intelligence collective qui existe au sein de notre parti pour analyser ces choses et pour sortir les conclusions qui s'imposent. C'est pas de la langue de bois, c'est la réalité dans notre parti. On va en discuter. Et je ne suis pas la seule à être en colère contre ce mauvais signal qui a été donné, malgré le fait qu'il y a quand même 4 profils qui ont été nommés comme ministres. Bon, la place qui a été donnée au PPS est plus importante que la place numérique qu'il a obtenue en tant que au Parlement. Et bon, il y a des profils qui sont quand même des personnes de qualité susceptibles d'avoir une bonne contribution à ce gouvernement. Vous, Neza Sqali, de toute façon, vous étiez et vous avez toujours été favorable à ce que le PPS participe à ce gouvernement. Non, moi j'ai émis des réserves. J'ai émis des réserves en publiant un article le jour même du comité central où malheureusement je n'avais pas pu être là parce que je devais présider un conseil arabe des ministres du développement social à Beyrouth et donc j'étais obligée d'être absente et j'ai publié un article pour, orienter clairement contre la participation. Pour dire que bon, la question se posait, mais que j'étais réservé sur la participation du PPS. Et je peux vous dire que que je n'ai pas donné ma propre candidature. Je n'étais pas candidate à rempiler au sein de ce gouvernement. Parce que justement, vu les doutes sérieux que j'ai sur la participation du PPS, de façon isolée en tant que composante de gauche isolée au sein d'un gouvernement entièrement de droite. Et justement pendant cette période-là qui a été houleuse et tumultueuse, si je puis dire, à la fois pour les différents partis politiques dont le PPS, il y a Saïd Saadi, lui, qui avait effectivement décidé de mettre en place une pétition pour dénoncer la ligne politique du PPS, donc de rejoindre le gouvernement. Est-ce que cette fronde, est-ce que vous l'avez soutenue? Est-ce que vous y êtes associé? Non, je ne l'ai pas soutenue, je ne m'y suis pas associé, parce que Saïd Saadi n'a jamais mis les pieds au parti depuis le jour du congrès, depuis le jour où le bureau politique a été... Juste pour les auditeurs, le dernier congrès, c'était en 2010. C'était en 2010, et donc Saïd Saadi est bien sûr une personne que je respecte, et c'est un camarade du parti que je respecte, mais il n'a pas participé du tout à l'action du parti. Et donc, s'il avait été parmi nous au sein du bureau politique, peut-être aurait-il pu influencer la position. Donc, il se place de l'extérieur du bureau politique et bon, c'est dommage parce que... Mais il est toujours un membre du parti. Bien sûr. Donc, un membre du parti peut s'exprimer. Il est membre du bureau politique, mais il ne participe pas aux actions du bureau politique depuis... plus d'une année. Mais alors c'est par une conviction, par une position vous pouvez lui demander. Politique. Oui, mais je sais pas, je pense que les camarades du bureau devraient au-delà du fait de ce que vous avez avancé, Neza Sqali, que Saïd Saadi donc ne participait plus aux réunions et aux travaux du PPS, mais le fait qu'il soit porteur d'une pétition dénonçant le choix et l'orientation politique du PPS qui avait décidé de rejoindre le gouvernement, vous qui depuis tout à l'heure vous êtes aussi assez d'accord avec la position de Saïd Saadi? Moi, je suis extrêmement réservé sur la participation du PPS, mais la différence entre le fait de faire signer une pétition contre la participation et le fait d'être réservé sur une participation, c'est qu'il y a eu entre-temps un comité central qui est l'instance légale du parti et dans lequel il y a eu un vote et qui a donné une majorité très forte en faveur de la participation. Donc, quand on est dans un parti, bon, ben, on a le droit, bien sûr, d'avoir des réserves par rapport à la décision de la majorité, mais on doit aussi tenir compte aussi de cette décision de la majorité. Parce que de mémoire, il me semble que Saïd Saadi s'était également appuyé sur une décision qui avait été prise lors du dernier congrès donc du PPS, le parti du progrès et du socialisme, en disant que, en fait, ce qui avait été convenu lors de ce congrès, c'est une alliance possible
qu'avec des partis de la Koutla et non pas avec d'autres partis. Non, c'était plus large que ça. C'était les alliances qui étaient prévues, c'est soit avec les partis de la gauche, soit avec les partis de la Koutla, soit avec des composantes nationales modernistes, des forces nationales modernistes. En tout cas, pas avec le PJD. Écoutez, quand il y a eu les précédents, avant et après, de s'être allié avec, par exemple, le mouvement populaire, ou avant après de s'être allié avec, c'est toujours allié, la Koutla, l'Istiqlal est dans la Koutla, ou avec le RNI, ou avec d'autres composantes. Donc, même le gouvernement d'alternance avait été soutenu aussi par le PJD. Et je rappelle par exemple que Saïd Saadi, il a participé dans un gouvernement où il y avait Driss el-Basri. Alors que Driss el-Basri était l'ennemi juré, disons, des droits de la démocratie, des droits humains, etc. Il était ministre de l'Intérieur et ministre de ce que je veux dire par là, c'est que chaque circonstance peut dicter une position on est dans une situation inédite. Donc il méritait d'être analysé. Je ne dis pas ça pour justifier la position de la participation, puisque moi-même je suis réservé à cette participation, et c'est ce qui explique, encore une fois, que je n'ai pas été candidate à la ministrabilité à ce mandat. Je n'ai pas présenté ma candidature, je n'ai pas cherché à être partie de ce gouvernement. Par conséquent, je dis que chaque situation mérite une analyse particulière. Alors, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez considérer que le PJD est un gouvernement national moderniste? Non. Puisque vous êtes associé avec lui, et si je reprends les termes de votre congrès, on ne s'associe qu'avec des partis nationaux modernistes. Bien écoutez, les choses se jugent sur pièce encore une fois. Et moi, j'attends de voir quelle sera cette déclaration gouvernementale. J'attends de voir quelles seront les positions qui vont être adoptées par ce gouvernement. Je pense que mes camarades qui nous représentent au sein du gouvernement ont de toutes les raisons d'être particulièrement vigilants. Et si jamais ils ne l'étaient pas, et que les positions étaient contraires à nos principes et à nos orientations, croyez-moi, on n'aura pas besoin de susciter ma réaction. Elle sera forte, et elle sera au sein du Parlement et en dehors du Parlement. Donc, vous savez, quand on est journaliste, c'est avant tout parce qu'on est curieux. On est simplement là. Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir la curiosité bien placée, mais en tout cas d'être curieux. Donc, je serais curieux moi de savoir, et peut-être que certainement aussi les auditeurs, durant ces 40 jours, il y a plein de choses qui se sont produites en fait entre les partis qui se sont rencontrés, des allées-venues d'Abdelila Benkelan au niveau du cabinet royal, des rencontres à nouveau avec les chefs de différents. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Simplement au niveau du PPS, comment se sont déroulées les négociations chaque fois que. C'est le secrétaire général qui a assumé cette tâche. Et il s'est fait accompagner des personnes qu'il a choisies. Et nous avons été informés à certaines étapes, avec des points d'interrogation. Est-ce que le moment de l'interrogation était les moments où les décisions étaient déjà prises, ou bien est-ce que c'était des moments où il y avait effectivement encore une décision à prendre? Mais je veux dire pour les portefeuilles ministériels qui allaient être qui avaient été destinés au PPS et qui allaient être redistribués aux membres du PPS. Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions au sein du bureau politique à ce sujet. Des discussions. Et il était question de. Vous avez participé? Oui, j'ai participé à certaines discussions. Qu'est-ce qui a choisi les membres de votre parti comme ministre? C'est le Premier ministre ou c'est votre parti qui a dit voilà les personnes? C'est le parti. Nabil Ben Abdallah a pressenti des profils, y compris un profil de femme, à travers Gjemoula Ben Sebbi, et en proposant même 2 autres femmes possibles qui pourraient éventuellement être là. Il s'agit de Fatima Farhat, membre du bureau politique, et il s'agit de Aïcha Al-Mouqrini, qui est une avocate, anciennement membre du bureau politique. Et par la suite, si vous voulez, les choses se sont faites dans les négociations. Donc, en fait, c'est le secrétaire général qui a assumé. Donc en fait, le PPS avait proposé des femmes ministrables. Le PPS avait proposé, mais justement après on nous dit oui, eh bien écoutez, après il s'est avéré que en fait on n'allait pas avoir tel ministère des RME, il s'est avéré qu'on allait avoir ministère de la culture, et puis la personne qui avait proposé n'était pas spécialement, etc. Donc les circonstances ont fait que finalement, c'est-à-dire on peut toujours trouver des justifications, mais le fait est là. Et le fait est là, c'est qu'on n'a pas jugé que c'était gravissime que la participation de... En fin de compte, officiellement, votre parti n'a pas présenté de femmes. Je ne sais pas.
Ah, je sais que nous avons pris la décision, je ne sais pas. Vous m'avez dit il n'a pas présenté de femme. Je ne sais pas, parce que je sais que le PPS avait, dans le bureau policier qu'on avait décidé, effectivement qu'il y avait 3 femmes qui étaient candidates à un poste de ministre délégué des Affaires étrangères chargé des Marocains résidant à l'étranger. Et des choses sont parties. Après, on a vu dans les journaux, on a entendu, etc. Donc, et finalement, on est venu pour nous dire, voilà, malheureusement, ça devait se faire et ça s'est pas fait. Est-ce qu'on peut dire que les femmes, les femmes du PPS, et peut-être aussi d'autres femmes dans notre formation politique, qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement, ont été victimes, entre guillemets, des tractations qui ont tardé? Je dis clairement, et la prochaine fois, on se laissera pas faire. C'est que bien sûr, quand les hommes discutent que entre eux, mais ils ne voient le monde qu'au masculin. Ils voient le monde au masculin, ils voient les négociations au masculin, ils voient le partage des pouvoirs au masculin. Et puis à la fin, ils disent, ah oui, quand même, il faudrait bien qu'il y ait une femme, parce que quand même, c'est pas correct. Et donc, bon, alors, ça fait joli sur la photo? Non, mais on va juste un dernier mot, parce que votre parti passe pour être celui qui défend les droits de la femme, etc. Et je suis un peu... Il l'est, c'est pas qu'il passe. Je suis un peu étonné. Mais le parti, ce sont ses militants et ses militantes. Très bien. Les militants du PPS ont une histoire, et même les militants du PPS ont une histoire dans la lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité, et ils se sont distingués dans le domaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un mécontentement qui sera analysé, qui sera discuté. Non, mais alors il y a une question de bureau toute simple de votre bureau politique. Le secrétaire général, quand il est parti pour négocier, il a pris, je présume, au moins 2 assesseurs avec lui. Est-ce qu'il y avait une femme? Une fois, il y a eu une femme, oui. Une fois, il y a eu une femme, c'était Gejmoula. La première réunion qu'il a eue avec Belkiran. C'était pas Nazasrali. C'était pas Nazasrali. C'était. Elle est trop. Et c'était. Hein? C'était Gejmoula Ben Sebbi. Une membre du bureau politique. Et alors pourquoi il l'a pas gardé pour toutes les négociations? Demandez-lui. C'est votre secrétaire général. Non, je lui ai pas demandé. Et comment ça? Je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai pas posé la question. De la cause féminine. Non, je ne lui ai pas posé la question, il a assumé la responsabilité. En tout cas, c'était pas une exigence du PJD de ne pas avoir des femmes ministres de la part des partis. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce sujet. Mais ça vaut la peine de l'éclaircir au sein du parti. Posez-leur la question. Allez-y, vous êtes des médias, allez-y. Non, mais nous on la pose, la preuve, on vous pose la question. Moi, j'exerce mon rôle dans le cadre des institutions pour lesquelles... Alors, dans le cadre du Parlement, on posera la question. Dans le cadre du parti, on n'a pas encore fait une réunion pour analyser toutes ces choses et pour discuter, pour interpeller, pour exprimer notre satisfaction, notre mécontentement. Justement, satisfaction, Nazasrali, je veux rebondir sur ce mot. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que Nabil Ben Abdallah, donc le secrétaire général du parti, de votre parti, le PPS, a bien défendu les intérêts du parti lors de toutes ces négociations avec l'octroi de 4 portefeuilles ministériels? Je ne ferai pas d'évaluation comme ça. Mais d'avoir obtenu 4 portefeuilles ministériels, l'habitat, l'emploi, la santé, la culture. Pour moi, l'absence des femmes est une question, parce que vu mon orientation et vu mes convictions profondes, pour moi, le point négatif, la tâche, comme il a été dit, de la non-participation des femmes au sein de ce gouvernement, de l'absence presque totale des femmes au sein du gouvernement, pour moi, c'est une tâche qui me laisse pas la possibilité d'analyser la satisfaction d'avoir 4 postes ministériels de qualité, avec des gens de qualité que j'estime, et avec professeur Wardi, d'autres, Abdou Souhail, disons... à la culture. Donc 4 membres du bureau politique. Est-ce qu'on peut considérer que le chef du parti, donc Nabil Ben Abdallah, s'est bien débrouillé, a bien défendu les intérêts du parti? Non, parce qu'il n'a pas défendu la question des femmes. Il n'a pas défendu la question. Moi, je ne peux pas saucissonner et dire ça c'est bien et ça c'est mal. Pour moi, globalement, il y a un point négatif fort qui est l'absence des femmes au sein de ce gouvernement et qui pour moi ne me laisse pas. Pour moi, je suis en colère. Mais pour autant, vous êtes effectivement une vraie militante, Nazasrali, et qui dit vraie militante dit aussi une vraie discipline de parti. Donc aujourd'hui, vous avez votre parti qui est dans le gouvernement avec 4 portefeuilles ministériels, donc vous allez vous montrer aussi solidaire vis-à-vis des représentants du PPS dans ce gouvernement. Je serai solidaire avec les positions justes, et je n'hésiterai pas à être contestataire s'il y a des positions qui portent atteinte à nos principes. Ça, je n'ai jamais été une béni oui, je le serai jamais. Et le parti le sait. Le parti le sait. Donc je n'hésite pas à défendre corps et âme quelque chose dont je suis convaincu,
Mais quand il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas convaincu, même en me mettant un couteau sur la gorge, je ne défendrai pas quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Et Neza Scali, justement, est-ce que vous êtes convaincu par le fait que le PPS est hérité de ministères sociaux comme l'emploi, comme l'habitat, comme la culture, des ministères un petit peu sensibles, stratégiques et à la fois sensibles? C'est des ministères importants. Est-ce que vous êtes convaincu par la réussite de importants. votre parti à la tête de ces ministères? On va analyser, on va voir. Et bon, je veux dire, lorsqu'ils vont se mettre en place, est-ce que vous considérez, vous allez soutenir l'action? Est-ce que vous considérez que c'est le ministère bien sûr, je vais soutenir l'action. Encore une fois, l'action orientée de façon, c'est-à-dire sur les secteurs dont nous avons la charge. Je ne manquerai pas de soutenir cette action, mais à condition qu'elle ne soit pas entachée par des décisions d'autres secteurs qui portent atteinte aux droits des femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, si demain le gouvernement va décider que ce sont pas les hommes qui font le harcèlement sexuel dans la rue, mais c'est les femmes, et qu'il faut sanctionner les femmes qui sont habillées de façon qu'elles suscitent le harcèlement sexuel, comme je l'ai entendu émettre par certains, s'il y avait une position comme ça... C'est Bassem Hataoui qui l'avait déclaré, ceci. Ne comptez pas sur moi pour défendre une telle position, ou pour me dire je suis discipliné, donc je ne parle pas de ça. D'abord, je suis, tout en étant discipliné, je crois dans l'indépendance des pouvoirs, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et donc nous, en tant que pouvoir législatif, je suis maintenant une membre, disons une composante de ce pouvoir législatif, et j'ai tout à fait le droit d'exercer ma prérogative, pas seulement dans le cadre d'une discipline partisane, mais dans le cadre d'une discipline à l'égard des principes et des valeurs sur lesquelles je me suis battu toute ma vie. Neza Scali, que ce soit, effectivement, toute votre vie, vous avez milité aussi pour la cause sociale, pour la cause des femmes, et pour la cause sociale aussi au sens large. Il y a une lecture qui, est-ce que vous ne considérez pas que votre parti, le PPS, ne prend pas des risques à diriger demain des portefeuilles de l'emploi, de l'habitat, de la santé, des ministères où il y a quand même des déficits sociaux importants? Des ministères dissensibles. Il n'y a pas de pratique politique sans risque. Et là, dans la pratique politique, on a vraiment besoin qu'il y ait de hausser le niveau, disons, d'appréciation de la population, parce que, je citais encore l'exemple, quand vous avez un recul du taux de pauvreté, par exemple, qui passe de 14% à 9%, comme ça a été le cas, qui est un bond extraordinaire de lutte contre la pauvreté, mais si les 9% qui sont toujours pauvres, pour eux, rien n'a changé. Ils vont considérer que rien n'a changé, et c'est normal. Donc ce qui fait, il faut qu'on considère l'appréciation de la situation dans son évolution et dans sa dynamique, et non pas simplement dans une photographie figée, parce que les déficits, on va pas les résorber en l'espace de 2 ans, ou de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans. Il nous faut des décennies pour, disons, résorber définitivement tous les fléaux qui existent dans notre société, l'analphabétisme, la pauvreté, l'habitat insalubre, disons, les problèmes de santé, etc. Et tout ça, il faut que la population apprenne à juger donc l'action d'un gouvernement, non pas simplement sur des résultats absolus, mais sur des résultats relatifs qui ne peuvent être que relatifs. Mais tous ces ministères sont des ministères dits budgétivores, ils ont besoin de dotations importantes si elles veulent mener une politique efficace. Et ça, c'est dans les mains du ministère des Finances et de l'Économie, qui n'est pas chez vous. Non. Alors comment vous faites? Non, monsieur, parce que le budget de l'État, je ne vais pas vous l'apprendre quand même, est mis en place est proposé par le gouvernement au Parlement. Il est discuté au sein du Parlement, et c'est une décision collective de l'ensemble du gouvernement, avec le rôle d'arbitre, l'arbitrage du chef du gouvernement, qui est susceptible de rétablir des... Mais les grandes lignes, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui les propose, mais elles sont discutées au sein du gouvernement déjà pour les amender. Et elles sont soumises à la majorité parlementaire qui, elle aussi, ne manquera pas de se... Quand on a, je vais vous expliquer à quoi je veux en venir. Quand on a des ministères budgétivores si sensibles, est-ce que la logique n'aurait pas voulu que votre parti ait aussi le ministère de l'Économie? Parce que ça devient cohérent. Si notre parti avait été celui qui avait remporté 107 sièges, il aurait exigé d'avoir le chef du gouvernement et d'avoir le ministère des Finances. On ne parle pas du chef du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Économie, c'est pas le PJD qui l'a. Il y a le ministère de Nizar Baraka, mais avec un autre ministère des impôts, etc., qui est pris par Najib Boulif, c'est-à-dire par le PJD. Oui, ça, le ministère des Finances. Recettes. Pour les recettes, mais bon, disons il y a quand même un ministère qui a été partagé en deux, mais il y a une équipe gouvernementale. Écoutez, en parlant de ministère,
Moi, j'ai une question vous savez, ça m'embête toujours le fonctionnement, les questions de constitution, de règlement, etc. Et alors, je voudrais avoir votre avis, parce que ce gouvernement, il fait 31 ministères, si j'inclus le chef du gouvernement. Oui. Et il y a donc 12 PJD, 5 de l'Istiklal. Non, 6. Ou 6. Oui, de l'Istiklal, oui. Oui, maintenant c'est 6, oui. 4 du mouvement populaire et 4 du PPS. Et puis, il y a 5 ministères que moi j'ai appelé des ministères de continuité, pour ne pas dire de souveraineté. Alors j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, parce que comment expliquez-vous, parce qu'on aurait pu continuer la distribution entre partis, et ces ministères sont... Moi je trouve qu'il est... Je suis tenté, ça me vient comme ça, de dire je ne suis pas une intégriste de la démocratie. La démocratie c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous avons une démocratie dans laquelle, sur les 20 millions de Marocains potentiels, il n'y a que 13 millions qui se sont prononcés. Et il n'y a que 13 millions qui sont inscrits sur les listes électorales. Il n'y a que 6 millions de personnes qui se sont prononcées pour donner une répartition comme vous l'avez. Il y a qu'un million 80 000 qui s'est prononcé pour le parti majoritaire. Pour les listes locales, mais pour les listes nationales, malheureusement, 1,5 million de personnes se sont prononcées en faveur de... Donc ce qui fait... Aujourd'hui, je ne vois aucune raison pour lesquelles des ministères aussi, disons, sensibles que celui, par exemple, du ministère de... Bon, le ministère de l'Intérieur, encore qu'il a été donné à la Défense. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Islamia qui est... Mohamed Lanson n'est pas le seul à la tête du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, il y a Draïs qui est donc ministre délégué à l'Intérieur. Ministre délégué, de même que pour les ministères des Affaires étrangères, il y a aussi... qui était l'ex-patron de la DGSN. Oui, oui. Ça vous interpelle pas ce transfert là, Charib Draïs qui passe du patron de la DGSN à ministre délégué à l'Intérieur? Non, ça m'interpelle pas. Au contraire, il a une connaissance, disons, pointue des questions de sécurité, des questions de l'intérieur, qui nécessitent effectivement, donc, à côté des aspects qui sont de développement territorial, etc., et dans lequel c'est une fonction qui a été politisée, qui est devenue aujourd'hui politique. Ben, à côté de ça, il y a une fonction qui est sécuritaire et qui est une fonction qui doit être en quelque sorte suprapartisane. Disons, d'une façon au moins transitoire vers un renforcement. Peut-être qu'aujourd'hui, la première expérience que nous avons après la Constitution, dans laquelle les Marocains et les Marocaines ont vu que leur vote, effectivement, a un impact sur la composition du gouvernement, a un impact sur la marche des choses, eh bien, on peut avoir le grand espoir, et moi je l'ai personnellement, que la prochaine fois aux élections, les gens ils vont pas dire « Ah ben oui, moi je vais pas voter parce que de toute façon, ça change rien, c'est pareil, etc. » Ben non, on va leur dire « Voilà, il y a plusieurs projets de société, il y a un projet de société comme ça, il y a un projet de société comme ça. La prochaine fois, eh ben, soyez plus nombreux à voter pour avoir effectivement... pour qu'on sache à qui reviendront ces postes. Pour rester peut-être dans ce registre et aller dans votre sens, Nasrali, et pour celles et ceux qui ont voté pour Aïssa Khenouch, par exemple, qui s'était présenté député RNI dans la région d'Agadir et qui a démissionné de son parti politique pour se retrouver 48 heures après dans un gouvernement avec une casquette en fait sans étiquette. Est-ce que vous considérez que ça donne de la crédibilité à l'action politique? Oui, parce que d'abord c'est une exception qui confirme la règle de non-transhumance. Et ensuite, il n'y a pas eu de transhumance. Donc, si vous voulez, on peut dire que l'électeur n'a pas été grugé en quelque sorte, puisque l'électeur a voté, certes pour Arnouch, mais il a voté pour le RNI. Et une fois que disons, le député RNI a quitté le RNI, il a en même temps quitté son mandat de parlementaire. Et donc, pour l'électorat, il se rendra compte que son vote, en fait, a été un vote pour le RNI, plus que pour Arnouch. Et moi, je crois que c'est important que les citoyens et les citoyennes au Maroc commencent à apprendre que lorsqu'on vote, on vote pas pour une personne, on vote pour un parti. On vote pour un parti. Mais donc ils ont voté justement pour un parti. Vous y croyez-vous qu'on vote pour un parti Ce n'est pas la réalité, mais c'est ce à quoi nous devons aspirer. À mon sens, aujourd'hui, beaucoup de Marocains votent davantage pour les personnes en qui ils ont confiance, quoique il y en a pas mal d'autres aussi qui votent aujourd'hui pour des partis qui représentent pour eux quelque chose. Mais je crois qu'il est important qu'il y ait une éducation, parce que personne ne peut nier que la mise en place d'une culture démocratique est quelque chose de progressif, et il est important que les Marocains et les Marocaines commencent à savoir que lorsqu'ils votent pour une personne, la personne elle peut changer, elle peut mourir, elle peut changer de bord, elle peut... Ça dépend des aspects du changement. Si on change du système de valeurs, ça peut être gênant.
Bien, écoutez, mais ça engage la personne. C'est-à-dire, supposer quelqu'un qui a été élu en tant que, disons, parti X change de parti, ben c'est la personne. La personne, on ne peut pas lui enlever certains droits qu'elle a en tant que personne. Et ben voilà, mais le parti reste. Donc, ce qui fait les gens qui ont voté savent que fondamentalement, ils votent pour un parti à travers telle personne. Que la personne peut défaillir, mais c'est l'organisation qui peut être sanctionnée, c'est pas la personne. Mais la nomination pour de Reza Khenouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, d'ailleurs un ministère qu'il a dirigé durant ces 5 dernières années, ça veut dire quoi aussi? On peut avoir différentes lectures de cela, et dont celle que les partis qui se sont coalisés, à savoir le PPS, l'Istiklal, le PJD et le Mouvement Populaire, n'ont pas de personnes ou de compétences en capacité de gérer ce ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime. Est-ce qu'on peut faire cette lecture aussi? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est dans le cadre de négociations dans lequel, disons, les différentes forces qui composent le gouvernement, en plus de Sa Majesté le Roi qui a donc la responsabilité de nommer le gouvernement, dans lequel il y a eu disons, des négociations dans lesquelles je n'étais pas à l'intérieur pour vous donner... Non, mais c'est pour savoir, parce qu'effectivement... Je n'étais pas à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, on est là. Il n'y a pas eu, à mon sens, une violation d'un quelconque principe démocratique de base. Bon, il y a eu un arrangement sur une formule qui est aujourd'hui là devant nous, et on va juger sur pièce sur le contenu qui sera présenté de la déclaration gouvernementale et sur les actions à venir. Et peut-être essayer de rester deux petites minutes, parce qu'on veut aussi vous entendre sur votre bilan, parce que je rappelle que vous avez été aussi ministre durant ces 5 dernières années en charge du développement social, de la famille et de la solidarité. Neza Srali, il y a aussi une chose qui a fait débat, ou qui fait débat, c'est le fait que des personnes ont été nommées conseillers du roi, parallèlement aux tractations qui se déroulaient entre les différentes formations politiques. Vous en pensez quoi? Il y en a qui parlent de gouvernement de l'ombre. Est-ce qu'on est dans une... non, moi je n'ai absolument de rééquilibrage des rapports de force, des pouvoirs. Quel est votre point de vue moi, là-dessus? je n'y ai vu aucune autre lecture que le fait que Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, est le chef de l'État. Il a un rôle important sur tous les plans dans notre pays. C'est tout à fait normal qu'il ait une équipe rapprochée qui puisse l'aider à préparer ce dossier. Reprenez un simple ministre, par rapport à une fonction aussi importante que celle de Sa Majesté le Roi, eh bien, il a droit à 6-7 conseillers, et donc c'est tout à fait normal que Sa Majesté le Roi ait besoin d'un plus grand nombre de conseillers, et il a tout à fait le droit de choisir les conseillers pourquoi aujourd'hui? Les personnalités. Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? La question se pose aussi. Pourquoi pas aujourd'hui? Nous sommes devant des défis plus importants que dans le passé, parce qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle constitution, nous avons à mettre en place une panoplie disons, de lois organiques qui sont structurantes encore une fois pour l'avenir, et qui nécessitent un savoir technique, qui nécessitent un pouvoir de négociation, qui nécessitent de pouvoir faire l'adéquation entre, encore une fois, les forces qui composent la majorité gouvernementale, et entre les orientations stratégiques majeures du Maroc, à travers sa constitution notamment, mais à travers un ensemble d'autres engagements nationaux et internationaux. Ça vous interpelle pas le choix de ces nouveaux conseillers qui ont toute une allure de vis-à-vis, de face à face avec les membres du gouvernement Benkiran? Non, pour moi, les conseillers sont des personnes de l'ombre par définition. Moi, je vois en tant que ministre, mes conseillers n'ont jamais eu le droit, entre guillemets, bien sûr, à la parole sur ce plan public, sur le plan de la responsabilité. Mes conseillers me préparent les dossiers, ils m'aident. Ah, mais c'est moi qui assume les responsabilités. Un conseiller ne va pas assumer une responsabilité. Oui, mais au niveau du chef de l'État... Au niveau de Sa Majesté le Roi, c'est Sa Majesté le Roi qui prend les décisions stratégiques, c'est lui qui joue son rôle, et les conseillers sont là pour lui préparer les dossiers et pour l'assister comme tout responsable. Est-ce que les chefs d'État dans les autres pays n'ont pas le droit à Ils sont très visibles. Ils sont très visibles. Ils sont aussi, je peux me permettre, ils sont très visibles et audibles. Oui, et audible. Voilà, bon, donc ça, c'est une question. Tandis que ici, nous avons l'habitude que les conseillers ne parlent pas. Eh bien, moi, je n'ai pas fait une étude comparée sur la question, et en tout cas, je me limite au fait que Sa Majesté le Roi a tout à fait le droit. Bien sûr. De nommer les conseillers qui lui plaisent en quelque sorte, parce qu'ils lui conviennent. Parce que c'est un choix personnel, c'est pas un choix, disons, de gestion publique c'est un choix personnel d'avoir les conseillers avec lesquels il... Donc pour vous, vous n'avez pas de commentaire là-dessus? Non, j'ai pas de commentaire là-dessus. Et peut-être éventuellement,
Nezha Scali, peut-être éventuellement un commentaire sur le fait que ça a été... Vous voulez pas que je dise mon bilan? Si, on va finir avec votre bilan. Comme on dit, pour finir en beauté. D'accord. Nezha Scali, non, simplement, est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi le fait de vouloir rassurer un petit peu au niveau de pays comme la France ou les États-Unis, de dire voilà, moi aujourd'hui j'ai constitué un cabinet royal fort avec des vrais conseillers qui auront une vraie marge de manœuvre. Donc ne vous inquiétez pas, ce gouvernement va faire son travail, mais cependant nous serons là. Je ne suis pas dans les secrets des intentions de Sa Majesté le Roi. Non, mais je veux dire dans le... Ah non, on parle des signaux. En termes de signaux. Des signaux. Si vous franchement, bon, je ne sais pas si je ne sais pas trop comment interpréter. Mais vous savez, je vous apprends rien en politique internationale. Toute nomination ou geste du chef de l'État, en l'occurrence ici de Sa Majesté, sont analysés. Ben, bien sûr, mais bon, moi, franchement, je n'y vois que quelque chose de tout à fait, encore une fois, normal, du fait de l'ampleur des nouveautés en matière de gestion de constitution nouvelle, qui nous fait travailler avec des normes qui sont nouvelles et qui nécessitent certainement d'avoir une équipe rapprochée beaucoup plus importante que par le passé. Donc on va aller directement, chose promise, chose due. Hein, oui, c'est voilà. Comme ça qu'on est à l'Extradio. Le bilan. Oui, très voilà. bien. On a le sens des engagements et on tient toujours le bilan, je ne fais pas de la publicité à ma page Facebook, mais je voudrais dire que je l'ai publié sur ma page Facebook. Oui. Et j'ai publié en français et je vais le publier dans les 2 jours qui viennent également en arabe. Et que les domaines d'action étaient extrêmement vastes, puisque j'étais en charge de la femme, de l'enfant, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre la pauvreté, du développement social, et que dans chacun de ces domaines, il y a des réalisations très importantes qui ont été faites. Bien sûr, je commence par la question des femmes, parce qu'aujourd'hui elle est à l'ordre du jour. Sous mon mandat, il y a eu la proclamation du 10 octobre, Journée nationale de la femme marocaine, aujourd'hui fêtée par des centaines d'associations partout à travers le Maroc, et j'en suis très fier. Et c'est surtout que c'est une journée d'évaluation de la mise en œuvre du Code de la famille, disons, qui est une évaluation participative avec le ministère de la Justice et avec la société civile. Cette journée, est-ce que vous ne craignez pas que cette journée pourrait être menacée, c'est-à-dire dans les... Est-ce qu'on va interdire aux associations, on va interdire... Non, est-ce que cette journée-là, de la promotion de la femme dans toute sa diversité, dans tous ses profils, sous toutes ses formes... C'est la journée nationale de la femme marocaine, ça a été proclamé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et donc c'est une constante. Donc c'est garanti. Moi j'ai une c'est garanti par la société, par la décision. Bon, il y a quand même, je peux dire trois mots très précis. Sur ce point-là que je voulais vous poser une question sur votre programme, et je voudrais savoir sur sur le bilan, je veux dire, excusez-moi, sur le fait du statut de la femme. Il y a eu une décision qui m'interpelle, moi, de la Cour suprême la semaine dernière, et qui, dorénavant, décide que la femme qui demande le divorce n'a plus droit aux compensations. C'est une décision scandaleuse. Je n'ai pas eu précision sur la chose, mais si c'est le cas, ça va faire jurisprudence. C'est la Cour suprême. Franchement, je n'ai pas eu vent de cette décision que je voudrais bien analyser, mais a priori, elle me paraît en contradiction. Elle est en contradiction. Vous êtes bien d'accord. Mais est-ce que je peux dire mon bilan? Oui. Parce que mon bilan, si vous voulez, cette question que vous venez de soulever est une tâche qui relève des prérogatives du ministère de la Justice, et non pas de notre ministère. Parce que nous avons une action transversale qui consiste à coordonner l'action des différents secteurs gouvernementaux en donnant bien sûr une impulsion particulière à certains domaines. Donc, action à portée stratégique, nous avons préparer l'agenda gouvernemental de l'égalité, qui est un plan d'action, une feuille de route sur 5 années à venir pour atteindre l'égalité et lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et c'est en coordination avec 25 secteurs gouvernementaux. Et c'est dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures sociales de base, dans le domaine de l'accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la promotion de la culture de l'égalité et les droits économiques des femmes et la lutte contre la précarité et la vulnérabilité des femmes. Donc c'est un ensemble, une feuille de route complète, élaborée avec 25 secteurs gouvernementaux et qui a été adoptée par le Conseil de gouvernement et qui a son financement, puisque nous avons un appui de l'Union européenne de 35 millions d'euros qui devrait appuyer ce plan d'action. Deuxièmement, en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes, de protection des femmes contre la violence, sous notre mandat, nous avons lancé le programme multisectoriel de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui est un programme aussi qui réunit 13
secteurs gouvernementaux et 8 agences des Nations Unies, et grâce auxquelles nous avons pu faire avancer très fortement la question de la protection des femmes, puisque aujourd'hui nous avons plus de 400 centres et cellules d'accueil pour les femmes victimes de violences partout à travers le Maroc. Nous allez juste peut-être 2 petites secondes, ça me paraît très important, et je vous laisserai finir. Oui, et je vous laisserai finir, vous aurez toute la latitude pour finir. Le fait que vous ayez inscrit votre département ministériel dans cette notion de progrès social, de valorisation de la femme vous a certainement permis aussi de pouvoir convaincre des bailleurs de fonds internationaux. Vous avez fait référence à l'UNESCO et autres. Est-ce que l'Union européenne, il y a d'autres bailleurs de fonds beaucoup plus larges qui effectivement soutiennent des initiatives de ce genre dans certains territoires et dans certains pays, dont celui du Maroc. Spécialement à l'ONU. Spécialement à l'ONU. Est-ce que pour continuer justement à pouvoir avoir ce levier, il faudra maintenir ce cap-là de valorisation de la femme? Et si d'aventure un changement de cap, ça voudrait dire qu'il y aura que le Maroc sera moins coté sur la scène internationale et moins convaincant auprès des bailleurs de fonds. Effectivement, le Maroc est considéré comme un pays pilote en matière de droits des femmes. Et ça bien sûr que ça nous vaut un soutien international, pas seulement financier mais ça nous vaut un soutien international au niveau de nos positions nationales. Dans le monde arabe, vous précisez. Même dans le monde arabe, on est considéré vraiment comme une expérience pilote. Voilà, oui. Et je n'ai cessé d'avoir, si vous voulez, les éloges de tous les... Bon, au niveau de la Ligue arabe, par exemple, j'ai présidé le Conseil des ministres arabes du développement social, et au niveau de l'Organisation arabe des femmes, etc. Dans tous ces domaines-là, on a eu constamment les éloges. Le Maroc a eu des éloges constants de la part de la communauté arabe, et même dans le monde, même aux Nations Unies, on a été à plusieurs fois ovationné pour toutes les réformes importantes qui ont été réalisées dans notre pays dans le domaine des femmes. Donc j'ai parlé de la protection des femmes contre la violence, et le troisième volet, c'est la participation politique des femmes. Et ça, c'était un volet majeur. J'ai amené avec moi ici un ensemble d'activités qu'on a fait sur la participation politique des femmes comme levier du développement social, les femmes également dans le monde rural, toutes les campagnes qui ont été menées pour sensibiliser sur la participation politique des femmes. Et je crois que c'est une de mes principales fiertés, c'est que sous notre mandat, nous avons réussi à faire passer la représentation des femmes dans les communes de 0,5% à 12,38%, et nous avons permis l'élection de 3428 femmes. Bien sûr, ce n'est pas une action isolée de notre ministère, c'est une action, transversale dans laquelle plusieurs acteurs ont joué un rôle, mais nous avons joué un rôle moteur. Et également au niveau des dernières législatives, la représentation politique des femmes est passée de 10,5% à 17%, et on a gagné 30 places dans l'échelle de classification des pays dans le monde. Après avoir énuméré votre bilan des Ascali, est-ce que il y a encore beaucoup à dire, est-ce que vous craignez qu'il y ait un recul à la matière, qu'il y ait moins de combats qui soient menés pour la valorisation de la femme? Bien sûr que je le crains. Et si vous le craignez, comment vous comptez-vous agir, on va se battre, on va se mobiliser, on va s'organiser, on va occuper le terrain, et on va veiller à ce qu'il n'y ait pas de recul sur notre situation. Mais bien sûr que je le crains. Je veux pas dire, je veux dire que le combat continue. Moi, je suis toujours optimiste, parce que je crois toujours que lorsque un peuple est mobilisé pour défendre des droits, eh bien, il y arrive. Et j'ai confiance parce que il y a la nouvelle constitution, j'ai confiance parce qu'il y a Sa Majesté le Roi, et j'ai confiance parce qu'il y a la société civile dans notre pays qui est extrêmement dynamique. Mais par ailleurs, je peux dire que je crains pour les acquis des femmes. Est-ce que vous avez également confiance parce que le PPS fait partie du gouvernement? Du gouvernement ou à l'extérieur du gouvernement, dans les deux cas, il est indispensable qu'on puisse assurer une véritable mobilisation de la société civile pour préserver les droits des femmes. Non, mais quand on est au gouvernement, on peut normalement, sinon pourquoi faire partie d'une coalition? On peut intervenir, on peut peser. Bien sûr, en tant que membre de la majorité, on peut toujours avoir plus d'influence qu'en tant que membre de l'opposition, mais sur la question des femmes, je maintiens encore une fois que c'est une question qui est transversale, et c'est une question dans laquelle majorité ou opposition, il n'y a pas eu d'efforts brillants qui ont été faits de la part de l'ensemble des acteurs politiques. Il y a eu beaucoup de résistance, par exemple au niveau de la loi organique pour la Chambre des représentants, où il était question d'appliquer la parité et au moins d'arriver à 30% des sièges. Nous avons remarqué une grande résistance, et moi-même je peux le dire sans pudeur, dans le gouvernement dans lequel j'étais, eh bien il n'y avait pas un enthousiasme fou en faveur de la participation politique des femmes. Il y a eu un combat qui a été mené de l'intérieur et de l'extérieur du gouvernement pour assurer à ce qu'on puisse
effectivement assurer une amélioration de la représentation politique des femmes. Et c'est un combat qui est transversal à tous les partis politiques. Il y a aussi un combat que vous connaissez aussi, c'est celui de la surface démocratique pour l'expression des libertés sous toutes ses formes, y compris la liberté de penser, la liberté d'écrire. Et successivement, ces dix dernières années, c'est le PPS qui a eu à diriger le ministère de la Communication. Il y a eu Nabil Ben Abdallah, et puis récemment Raed Nassiri. Et là, dorénavant, c'est Moustapha Khalfi, du PJD, qui va prendre les rênes, et qui a pris les rênes de ce ministère de la Communication, et qui, lui, dans une de ses déclarations, a dit, je cite, nous avons besoin de médias démocratiques, libres, professionnels et innovateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, c'est au niveau de la médias déclaration. Démocratiques, ça veut dire quoi selon vous? Bien, bon, c'est-à-dire si c'est des principes, personne ne peut être contre la démocratie ou la liberté, et ça ne peut être que dans le bon sens. Mais au-delà des paroles, il faut qu'on voit les actes, que les actes puissent effectivement être là pour permettre à ce que chacun puisse s'exprimer, qu'on puisse d'abord reconnaître la diversité qu'il y a au Maroc. Et ça, je crois que ça aussi, c'est un acquis de la Constitution. Moi, je suis très heureuse que la Constitution marocaine nous dit que nous sommes tous Marocains, nous aimons tous notre pays, mais que nous ne sommes pas tous les mêmes. Que nous avons des idées qui varient, que nous avons une identité qui est différente, que nous avons des musulmans, des juifs, que nous avons des racines africaines, que nous avons des racines méditerranéennes, que nous avons des racines, disons, multiples, en tout cas arabes, etc. Donc arabe Amazigh, qui a la reconnaissance de l'Amazigh, et c'est dans cette diversité qu'on peut trouver la liberté, parce que si on est tous... Et vous pensez que Moustapha Khalfi l'a dit dans ce sens, que nous avons besoin de médias démocratiques. Je suis surpris que vous ne réagissez pas plus fortement, parce que médias démocratiques, c'est un non-sens. Qu'est-ce que c'est alors? Moi, j'appelle ça... Mais justement... Je ne suis pas omnisciente. C'est une stupidité. Les médias, et en quoi ils peuvent être démocratiques ou pas démocratiques, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants ou pas, mais démocratiques. J'ai posé la question, ça m'a intrigué. J'ai posé la question hier à un grand de la presse à Paris. Oui. Et je lui ai dit au téléphone, quand on échangeait nos vœux, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que c'est que des médias démocratiques? Il s'est mis à rire, il m'a dit, ça veut dire des médias aux ordres. Il est hors de question que ce soit le cas. Moi, je retiens la liberté des médias. Et je retiens aussi l'obligation pour les médias, disons, de concourir à des valeurs qui sont des valeurs universelles et qui sont des valeurs aujourd'hui constitutionnelles, les valeurs de la parité, les valeurs de l'égalité, les valeurs de la liberté. Tout ça, ce sont les médias ça doit faire partie de chartes éthiques. Oui, mais les médias sont une des garanties justement de toutes ces valeurs. Mais il faut qu'il y ait aussi la responsabilité. Et c'est-à-dire les médias aujourd'hui dans notre pays, à l'instar de toutes les autres institutions, ont besoin également de progresser pour s'adapter, disons, aux nouvelles valeurs, s'adapter au progrès dans notre société. Je pense qu'il ne faut pas être chatouilleux sur l'idée de faire évoluer les médias, mais pas dans le sens de les cadrer, museler. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question que moi je puisse avant de vous laisser partir, très vite, avant de vous laisser partir, très vite, vous avez quitté ce ministère. Est-ce que vous avez des regrets? Je n'ai aucun regret parce que j'ai fait plus que le maximum que je pouvais faire. J'ai fait une boulimie de travail, d'engagement, sans réserve pendant tout mon mandat, parce que chaque fois j'étais taraudé par l'idée de me dire, aujourd'hui tu es à la responsabilité, demain tu n'y seras plus, il faut faire passer le maximum. Je me suis battu comme une lionne. Et vous ne regrettez pas de ne pas être resté aux commandes pour faire passer tout ce que vous nous avez exposé? C'est pas moi qui ai choisi le résultat des élections. C'est la démocratie, c'est le peuple? C'est les gens qui se sont exprimés, de 1,80 million qui se sont exprimés en faveur du PJD, et chacun, les 6 millions de Marocains qui se sont exprimés, et de Marocaines, aujourd'hui déterminent le paysage politique. Ce qui est bien, c'est que le gouvernement actuel ne doit pas oublier qu'il y a 14 millions de Marocains et de Marocaines qui ne se sont pas prononcés, qui font partie des gens qui ont le droit au vote, qui ont l'âge de voter, et qui sont peut-être une majorité silencieuse, mais qu'on doit également respecter dans ce qu'elle constitue du Maroc. Elle n'est pas tellement silencieuse sur les mouvements du 20 février, par exemple. Oui, 20 février, c'est pas des mouvements de masse. Non, mais c'est quand même un grand signe. Il y a de multiples expressions de la société. On doit être à l'écoute de toutes ces formes d'expression de la société, que sont la société civile, les médias, enfin tout ce qui existe dans notre société et qui ne s'est pas manifesté à travers le vote du 25 novembre dernier.
Mais il me reste plus qu'à vous dire merci, Nessa Skrali. Merci à vous. D'avoir participé au spécial Grand Oral avec ou sans parure. Je rappelle que vous êtes ministre sortante en charge du développement social, de la famille et de la solidarité, et également député et membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès. Pas ministre sortante, je suis ex-ministre. Ex-ministre, préférez ex-ministre? Je suis ministre sortante. Parce que sortante, c'est celle qui est encore en train de sortir. Non, ils appellent passation. En tout cas, de le dire, c'est pas faire une entorse à la Constitution. Non, pas du tout. Non, elle est ex maintenant, elle a fait la passation. Voilà. J'ai fait la passation, je ne suis plus ministre. Je corrige tout de suite, donc voilà. Ex-ministre en charge du développement social, de la famille et de la solidarité, député et membre du bureau politique donc du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Merci à vous également, Gabriel Banon. Je vous en prie. Avec ou sans parure, on revient dès demain à partir de 14h pour un nouveau débat politique sans concession. Excellent après-midi à tous sur Lux Radio, à demain.